Ma fiancée m'a humilié devant sa famille. J'ai découvert son secret et ruiné la carrière de son amant. J'étais le seul type à la fête qui ne possédait ni Tesla ni fonds en fiducie, ce qui me rendait à peu près aussi bienvenu qu'un végan dans un barbecue. Le domaine de la famille Marsh s'étendait sur plus d'1 hectare de perfection paysagère, avec une piscine qui aurait pu servir de petit lac et suffisamment d'éclairage extérieur pour guider des avions. La fête de remise de diplôme de Claire était censée être notre soirée. Son doctorat en psychologie enfin obtenu. L'écrin de la bague de fiançailles brûlait un trou dans la poche de ma veste comme un secret coupable. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Nick, tu as l'air positivement misérable, dit Sacha, la meilleure amie de Claire depuis l'université. Elle avait cette cruauté particulière que les filles riches perfectionnent en pensionnat, enveloppée dans une écharpe Hermès et servie avec un sourire assez tranchant pour couper du verre. Te sens-tu dépassé par tout ce succès qui t'entoure? Je forçai un sourire qui ressemblait probablement plus à une grimace. J'essaie juste d'assimiler tout ça, Sacha. Difficile de traiter autant de réussite en un seul endroit sans équipement de sécurité adéquat. Elle rit comme si je venais de raconter la blague la plus drôle qu'elle ait jamais entendue, ce qui m'en dit long sur la qualité de ses divertissements habituels. J'étais Nick Foster, 34 ans, professeur d'anglais au lycée et éternel outsider. Claire était désormais le docteur Claire Marsh, 28 ans, brillante, magnifique, et apparemment bien au-dessus de mes moyens, selon tout le monde à cette fête, sauf moi. L'écrin de la bague semblait plus lourd à chaque minute qui passait. J'avais planifié cette demande en mariage depuis des semaines, attendant le moment parfait où elle serait entourée de sa famille et de ses amis, rayonnante de réussite. Maintenant, en la regardant évoluer dans la foule comme une politicienne lors d'une collecte de fonds, je me demandais si je n'avais pas fait une terrible erreur. Voilà notre petit génie, lança le docteur Alan Wright, le directeur de thèse de Claire, en s'approchant de notre groupe avec 2 coupes de champagne. Il faisait partie de ces hommes qui avaient probablement été beaux à l'université et qui s'y accrochaient maintenant avec des coupes de cheveux coûteuses et un abonnement à la salle de sport qu'il utilisait réellement. À 44 ans, il avait la confiance que confère la titularisation et le genre de sourire qui rend les parents nerveux lorsque leurs filles suivent ses cours. Le visage de Claire s'illumina d'une manière qui me noua l'estomac. « Dr Wright, je n'arrive pas à croire que vous soyez venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Votre soutenance était absolument brillante. Je n'ai jamais vu le comité aussi impressionné. » Il lui tendit une coupe, leurs doigts s'effleurant dans ce que je me suis dit être un accident. « Vous devriez être très fier. Je n'aurais pas pu le faire sans vos conseils, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui me donnait envie de m'interposer entre eux. Au lieu de cela, je suis resté là comme un meuble, regardant ma fiancée enfin, presque fiancée contempler son directeur de thèse comme s'il avait personnellement décroché la lune. Nick, n'est-ce pas? Le docteur Wright reconnut enfin mon existence avec le genre de poignée de main assez ferme pour être poli, mais assez brève pour être méprisante. Professeur au lycée, c'est bien ça? Comme c'est noble. Le mot « noble » sortit de sa bouche comme un synonyme de « pathétique ». J'avais déjà rencontré des types comme Wright. Ils collectionnaient l'admiration comme d'autres collectionnent les timbres, et ils avaient un talent particulier pour faire en sorte que tout le monde se sente petit tout en paraissant magnanime. Quelqu'un doit bien éduquer la prochaine génération, ai-je répondu. Bien que je suppose que tout le monde n'a pas le luxe de travailler avec des étudiants qui sont déjà des adultes. Son sourire ne vacilla pas, mais quelque chose de froid scintilla derrière ses yeux. C'est vrai, bien qu'il y ait des avantages à travailler avec des esprits pleinement développés. Claire rit, un son qui, autrefois, me donnait l'impression de pouvoir conquérir le monde, mais qui maintenant me donnait l'impression de me noyer. Vous deux, vous êtes terribles. Dr Wright, Nick est un professeur extraordinaire. Ses élèves l'adorent. J'en suis sûr, dit Wright, et d'une manière ou d'une autre, il fit en sorte que cela sonne comme une insulte. Je me suis excusé pour aller chercher un autre verre, principalement parce que j'avais besoin de mettre de la distance entre moi et le bon docteur avant de dire quelque chose qui gâcherait la soirée de Claire. Le bar était installé près du pool house, tenu par un jeune qui avait l'air de financer ses études universitaires. Au moins, quelqu'un ici comprenait la valeur du travail honnête. Un whisky, lui ai-je dit. Mettez-moi un double. Soirée difficile? Je me suis retourné pour trouver Robbie Marsh, le cousin de Claire, qui avait l'air d'avoir déjà eu plusieurs soirées difficiles cette semaine.
Il avait 26 ans mais en paraissait plus, avec ce genre de visage usé par trop de nuits blanches et trop de déceptions. Il avait fait partie d'un groupe qui avait failli percer, ce qui à Los Angeles signifiait qu'ils avaient joué 2 fois au whisky à gogo avant de se séparer lorsque leur batteur s'était fait arrêter pour avoir vendu de l'herbe à un policier en civil. J'essaie juste de traiter toute cette réussite, ai-je dit, reprenant mon commentaire précédent à Sacha. Robbie renifla. Ouais, Claire est vraiment quelqu'un, n'est-ce pas? Une vraie érudite. Vraiment dévouée à ses études. Il y avait quelque chose d'amer dans sa voix qui m'a poussé à le regarder plus attentivement. Tu n'as pas l'air ravi du succès de ta cousine. Il but une longue gorgée de sa bière, fixant du regard l'autre bout de la fête où Claire parlait toujours au Dr Wright. Ils avaient été rejoints par un petit cercle d'autres professeurs et doctorants, tous suspendus aux lèvres de Wright comme s'il délivrait le sermon sur la montagne. Tu as déjà remarqué qu'elle reste souvent tard au bureau? Demanda soudain Robbie. Elle travaillait sur sa thèse. Bien sûr qu'elle restait tard. C'est ça. Travailler. Il a dit le mot comme s'il avait un mauvais goût. Tu sais, Nick, je t'aime bien. T'es un bon gars. Meilleur que ce qu'elle mérite, probablement. Le whisky commençait à me brûler l'estomac, se mêlant à un sentiment de malaise grandissant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Robbie me regarda longuement, et je pouvais voir qu'il luttait avec quelque chose. Finalement, il secoua la tête. Rien, mec. Oublie ce que j'ai dit. Ce soir, c'est la fête, non? Mais il n'avait pas l'air de célébrer quoi que ce soit. On aurait dit qu'il était à une veillée funèbre. J'allais insister davantage lorsque Dave Martinez, mon meilleur ami et collègue, apparut à mon coude. Dave enseignait le sport dans le même lycée où j'enseignais l'anglais, et il avait ce genre de personnalité directe qui le rendait populaire auprès des élèves et des parents. Il était aussi la seule personne à cette fête qui ne me donnait pas l'impression de devoir m'excuser d'exister. Sacrée fête, dit-il en regardant la foule. J'ai l'impression que j'aurais dû porter un smoking. J'ai l'impression que j'aurais dû porter une armure, ai-je répondu. Dave rit. Allez, ce n'est pas si terrible. En plus, tu es sur le point de faire partie de la famille. Ça doit compter pour quelque chose. L'écrin de la bague semblait pulser dans ma poche comme un battement de cœur. J'avais parlé à Dave de mes plans de demande en mariage, et il n'avait été que soutien. C'était le genre d'ami qui croyait aux fins heureuses, probablement parce que son propre mariage était véritablement heureux. Certains avaient de la chance comme ça. À ce propos, continua Dave, quand comptes-tu faire ta demande? La nuit ne rajeunit pas, j'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la fête, où Claire tenait toujours la cour avec le Dr Wright et son fan club académique. Elle était radieuse dans son succès, et pendant un instant, je me suis souvenu pourquoi j'étais tombé amoureux d'elle. Elle était brillante, ambitieuse et magnifique, et d'une manière ou d'une autre, elle m'avait choisi. Bientôt, ai-je dit à Dave. J'attends juste le bon moment. Il n'y a pas de moment parfait, mon pote. Il y a juste le moment où tu décides de faire le grand saut. Il avait raison, bien sûr. Je planifiais cette demande depuis des mois, depuis que Claire m'avait annoncé la date de sa soutenance. La bague m'avait coûté 3 mois de salaire, mais cela en valait la peine pour voir son visage s'illuminer. Du moins, j'espérais que ça en vaudrait la peine. Je rassemblais mon courage pour m'approcher et interrompre sa conversation quand Robbie apparut de nouveau à mes côtés. Il était plus ivre maintenant, titubant légèrement, et il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux. Nick, mec, je dois te dire quelque chose. Ça ne peut pas attendre? Je suis un peu au milieu de quelque chose d'important là. Non, ça ne peut pas attendre. C'est ça le problème. Il m'attrapa le bras avec une force surprenante. Tu ne peux pas la demander en mariage ce soir. Les mots m'ont frappé comme un coup. De quoi tu parles? J'ai essayé de me mêler de mes affaires. Vraiment. Mais je ne peux pas te regarder t'humilier comme ça. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha plus près. Elle couche avec lui, Nick. Avec Wright. Depuis des mois. Le monde sembla basculer. Les bruits de la fête rire, conversation, le splash de quelqu'un sautant dans la piscine s'estompèrent en un bourdonnement lointain. Tu es ivre, Robbie. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'aimerais bien, mais je les ai vus ensemble. Tard le soir à son bureau, les week-ends de recherche, la façon dont elle le regarde. Il fit un signe de tête vers l'endroit où Claire parlait toujours à Wright,
et soudain, je pus voir ce qu'ils voulaient dire. Il y avait une intimité dans leur langage corporel, une familiarité qui allait au-delà de la relation directeur-étudiante. Tu mens. Mais même en le disant, les pièces du puzzle se mettaient en place. Les nuits tardives de Claire, sa distraction des derniers mois, la façon dont elle s'était éloignée de moi, physiquement et émotionnellement. J'avais tout attribué au stress de la fin de ses études. Mais maintenant. Je suis désolé, mec. Vraiment. Mais je ne pouvais pas te laisser la demander en mariage devant tout le monde sans que tu saches la vérité. Épargne-toi l'humiliation. Je fixai Claire de l'autre côté de la fête, la regardant rire à quelque chose que Wright avait dit, et je sentis quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. L'écrin dans ma poche ne ressemblait plus à une promesse. Il ressemblait à la preuve de ma propre stupidité. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai quitté la fête, laissant ma fierté quelque part entre la fontaine de champagne et la roseraie parfaitement entretenue. Je suis parti avec un diamant et j'ai laissé ma dignité dans le bol à punch. La semaine suivante s'est écoulée dans un brouillard de whisky et d'apitoiement sur moi-même. Je passais mes journées à enseigner Roméo et Juliette à des adolescents blasés qui pensaient que Shakespeare n'était qu'une version ancienne des textos, et mes nuits à fixer le plafond de mon 2 pièces, essayant de me convaincre que Robbie avait eu tort. Peut-être qu'il avait mal interprété ce qu'il avait vu. Peut-être que je tirais des conclusions hâtives basées sur les divagations d'un musicien raté et ivre. Mais au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Toutes ces nuits tardives où Claire prétendait travailler, toutes ces conférences de week-end auxquelles elle assistait sans moi, toutes ces fois où elle avait semblé distraite et distante. Tout cela avait un sens parfait maintenant. J'avais été l'idiot, trop confiant et trop naïf pour voir ce qui se passait juste sous mes yeux. Mon appartement me semblait plus petit que d'habitude, probablement parce que je ne l'avais pas quitté, sauf pour aller travailler. Madame Keane, ma propriétaire de 70 ans, avait commencé à laisser des mots inquiets sous ma porte concernant le nombre inhabituel de livreurs visitant mon logement. Apparemment, mon régime de plats chinois à emporter et de pizza faisait jaser dans l'immeuble. Vendredi après-midi, j'ai finalement trouvé le courage d'appeler Claire. Nous ne nous étions pas parlé depuis la fête, ce qui n'était pas inhabituel. Elle devenait souvent silencieuse radio quand elle était occupée par ses études, mais ce silence semblait différent, chargé de vérités inexprimées. Nick, répondit-elle à la 3e sonnerie, et sa voix était vive et joyeuse, comme si rien n'avait changé. J'avais l'intention de t'appeler. Comment te sens-tu? Tu as quitté la fête si soudainement. Nous devons parler, ai-je dit, coupant court à son bavardage. Il y eut une pause, et quand elle reprit la parole, sa voix était plus prudente. Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Peux-tu passer ce soir? Nous devons discuter de quelque chose d'important. En fait, je suis assez débordé ce week-end. Le docteur Wright m'a fait travailler sur des recherches de suivi pour ma thèse, et... J'en suis sûr, les jeux interrompus, et il y avait assez de venin dans ma voix pour qu'elle se taise. Passe ce soir, Claire. Nous avons vraiment besoin de parler. Elle est arrivée à 20h, magnifique comme toujours, d'une manière qui ressemblait maintenant à une arme utilisée contre moi. Elle portait la robe bleue que je lui avais achetée pour son anniversaire. Et pendant un instant, je me suis demandé si c'était intentionnel, un rappel des bons moments ou juste une cruelle ironie. Ton appartement ressemble à une tornade, dit-elle en examinant les boîtes de plats à emporter et les bouteilles vides éparpillées sur ma table basse. J'ai eu une semaine difficile. C'est drôle comme apprendre la vérité sur sa relation peut faire ça à quelqu'un. Elle s'assit sur mon canapé, croisa les jambes et me lança ce regard patient qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à psychanalyser quelqu'un. Nick, de quoi s'agit-il? Tu es très énigmatique. J'ai sorti l'écrin de ma poche et les posé sur la table basse entre nous. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, et quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité traversa son visage. J'allais te demander en mariage à la fête, ai-je dit. J'avais préparé tout un discours romantique sur le fait que tu étais la femme la plus intelligente et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, et sur la chance que j'avais que tu m'aies choisie. Nick, commença-t-elle, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Puis ton cousin Robbie m'a dit quelque chose d'intéressant sur toi et le docteur Wright. Sur vos sessions d'études tardives et vos week-ends de recherche. La couleur quitta son visage, mais elle se reprit rapidement. Robbie était ivre, Nick. Tu sais comment il est quand il a bu. Il dit des choses, invente des histoires. Donc, tu me dis qu'il ne se passe rien entre toi et ton directeur de thèse.
Bien sûr qu'il ne se passe rien. C'est mon mentor, mon directeur de thèse. Oui, nous travaillons en étroite collaboration, mais c'est complètement professionnel. Elle tendit la main vers la mienne, mais je l'ai retirée. Nick, tu dois savoir que je ne te tromperai jamais. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je voulais la croire. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Un calcul qui n'était pas là auparavant. Ou peut-être que je ne l'avais simplement jamais remarqué. Montre-moi ton téléphone, ai-je dit. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi tes textos avec le Dr Wright. Son visage passa par plusieurs expressions successives, surprise, indignation, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je ne peux pas croire que tu me demandes de faire ça. Tu ne me fais pas confiance? Plus maintenant. Nous nous sommes regardés fixement à travers la table basse, l'écrin posé entre nous comme une petite et coûteuse accusation. Finalement, elle soupira et sortit son téléphone. D'accord. Mais c'est vraiment blessant, Nick. Le fait que tu préfères croire les ragots d'ivrogne de Robbie plutôt que de faire confiance à la femme que tu es censé aimer. Elle fit défiler ses messages, tenant le téléphone à un angle où je pouvais voir l'écran. La plupart des textos avec Wright semblaient assez anodins, discussions sur la recherche, heures de réunion, conférences académiques. Mais j'en ai vu un du début de la semaine qui m'a glacé le sang. J'ai hâte de te voir ce soir. J'ai pensé à mardi toute la semaine. Ah, son pouce se déplaça rapidement pour le faire défiler, mais je l'avais déjà vu. C'était quoi, mardi, Claire? Que veux-tu dire? Le texto de Wright. Il a dit qu'il avait pensé à mardi toute la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé mardi? On a eu une réunion sur mes candidatures de post-doctorat. C'était une session très productive. Ça a dû être une sacrée réunion pour qu'il y pense toute la semaine. Elle posa le téléphone et me regarda avec ce que je commençais à reconnaître comme son visage de manipulation. L'expression qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à manipuler quelqu'un pour lui faire croire à sa version de la réalité. Nick, je pense que tu es en train de faire une sorte de dépression nerveuse. Cette paranoïa, cette obsession pour le Dr Wright, ce n'est pas sain. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai besoin de thérapie ici, Claire. Vraiment? Parce que de mon point de vue, tu ressembles à un homme si peu sûr de lui à cause du succès de sa petite amie qu'il invente des théories du complot pour la démolir. Les mots ont atteint leur cible, et j'ai ressenti la piqûre familière de l'inadéquation qui avait été ma compagne constante tout au long de notre relation. Mais cette fois, au lieu de me faire reculer, cela m'a mis en colère. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi parce que ma petite amie se comporte comme une étrangère depuis des mois. Je suis pas sûr de moi parce qu'elle passe plus de temps avec son directeur de thèse qu'avec moi. Et je suis pas sûr de moi parce que quand je trouve enfin le courage de faire ma demande, son propre cousin doit me prévenir qu'elle me trompe. Le sang-froid de Claire s'est finalement fissuré. D'accord. Tu veux la vérité? Oui, Alan et moi nous sommes rapprochés. Oui, nous avons franchi certaines limites. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, c'est que tu couches avec lui. C'est compliqué, Nick. Tu ne comprendrais pas, et c'est moi. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans mon petit salon, ses mains gesticulant sauvagement pendant qu'elle parlait. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'être la seule femme dans une pièce pleine d'hommes qui pensent que tu es arrivé là où tu es à cause de ton physique? Sais-tu ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur que tout le monde juste pour être prise au sérieux? Alors, tu as couché avec ton directeur de thèse pour égaliser les chances? Ce n'était pas comme ça. Alan me voit pour qui je suis vraiment. Il comprend mon travail, mes ambitions. Il me stimule intellectuellement d'une manière que... Elle s'arrêta, mais le mal était fait. D'une manière que je ne le fais pas, ai-je terminé. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Nous sommes restés là en silence un moment, le poids de toutes nos vérités inexprimées s'installant entre nous comme de la poussière. Finalement, j'ai ramassé les crins et les remis dans ma poche. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Nick, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas juste? Depuis combien de temps, Claire? Elle s'est affalée sur le canapé, paraissant soudain très jeune et très fatiguée. 6 mois, peut-être 7. 7 mois. Nous étions ensemble depuis 2 ans, et elle me trompait depuis plus d'un quart de notre relation.
J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas seulement mon cœur, mais quelque chose de plus profond. Ma foi en mon propre jugement, peut-être, ou ma conviction que je méritais d'être fidèle. Je devrais y aller, dit-elle en se levant et en prenant son sac. Oui, tu devrais. Elle s'arrêta à la porte, se retournant pour me regarder une dernière fois. Pour ce que ça vaut, Nick, je t'ai aimé. Je t'aime. Ce truc avec Alan. Ce n'est pas de l'amour. D'une certaine manière, ça rend les choses encore pires, ai-je dit. Après son départ, je suis resté seul dans mon appartement avec l'écrin dans les mains, pensant à toutes les manières dont j'avais été un idiot. Mais au fil de la nuit, la blessure et l'humiliation ont commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de plus froid et de plus concentré. Claire pensait que je ne comprendrais pas sa relation compliquée avec le docteur Wright. Elle pensait que j'étais trop simple, trop naïf, trop inférieur intellectuellement pour saisir les dynamiques sophistiquées du mentorat académique et de l'ambition. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Le lundi matin a apporté une révélation qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si pathétique. Je corrigeais des copies dans la salle des professeurs quand Dave s'est assis en face de moi avec son café habituel et son expression inquiète. « Tu as une mine affreuse, dit-il, ce qui était probablement généreux. J'avais passé le week-end à alterner entre la rage et l'apitoiement, avec de brèves interruptions pour des recherches en ligne sur la vie professionnelle et personnelle du docteur Alan Wright. Merci. Tu sais toujours quoi dire pour remonter le moral d'un gars. As-tu parlé à Claire depuis vendredi? On a parlé. C'est fini. J'ai gardé les yeux sur la copie que je corrigeais. L'analyse d'un gamin sur la folie d'Hamlet qui me touchait un peu trop personnellement. Il s'avère que Robbie avait raison à son sujet et à celui de Wright. Dave a failli s'étouffer avec son café. Elle a fini par l'admettre. Après avoir essayé de me convaincre que je faisais une dépression nerveuse parce que je posais des questions. Bon sang, Nick, je suis désolé. Je sais à quel point elle comptait pour toi. Ouais, eh bien, on vit et on apprend. J'ai posé mon stylo et l'ai regardé. Tu sais ce qui est le pire? Elle a agi comme si j'étais trop stupide pour comprendre pourquoi elle l'avait fait. Comme si sa trahison était une sorte de concept académique sophistiqué qui dépassait mon simple cerveau de prof de lycée. C'est froid. Ça s'améliore. Apparemment, Wright la stimule intellectuellement d'une manière que je ne fais pas. Donc, en y réfléchissant, l'affaire était éducative. Elle poursuivait juste des études supérieures. Dave grimaça face à l'amertume dans ma voix. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était la question, n'est-ce pas? Que allais-je faire? Je pouvais prendre la voie de la sagesse, penser mes plaies en privé et essayer de passer à autre chose. Je pouvais être mature et digne. Je pouvais être le plus intelligent des deux. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent. Je pense à élargir ma propre éducation, ai-je dit. Apprendre de nouvelles choses sur le docteur Alan Wright. Nick, ça ressemble à quoi? À un plan stupide? J'ai souri, et Dave s'est reculé sur sa chaise. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien faire d'illégal. Je vais juste apprendre à connaître l'homme qui a été le mentor de ma petite amie. Une curiosité académique, pourrait-on dire. La vérité, c'est que j'avais déjà commencé mes recherches. Internet était une chose merveilleuse quand on savait s'en servir, et j'avais passé des années à apprendre aux étudiants comment trouver des sources fiables et creuser plus loin que la surface. Il s'est avéré que ces compétences étaient transférables. Le docteur Alan Wright avait 44 ans, divorcé depuis 3 ans. Il sortait actuellement avec une doctorante en psychologie nommée Jennifer Kim, bien qu'apparemment pas exclusivement, puisqu'il couchait aussi avec mon ex-fiancé. Il conduisait une Mustang de 1967 restaurée dont il avait parlé dans le magazine des anciens élèves, vivait dans une maison héritée de ses parents dans le quartier des professeurs près du campus, et avait une réputation intéressante parmi les étudiants. J'avais trouvé 3 critiques différentes sur Rate My Professor qui mentionnaient son style de mentorat proche et son approche pratique du conseil. Un étudiant avait écrit, le Dr Wright soutient beaucoup les étudiantes, surtout les plus jolies. Suivez son cours si vous voulez une attention individuelle. Un autre avait dit, c'est un bon professeur, mais faites attention si vous êtes une jeune femme. Il a des problèmes de limite. Rien de tout cela n'était exploitable, bien sûr, juste des chuchotements et des insinuations, mais cela brossait le portrait d'un homme qui avait un schéma de relations inappropriées avec des étudiantes et qui avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à conserver son poste malgré cela.
cet après-midi-là, je me suis rendu sur le campus de l'université pour la première fois depuis la fête de remise de diplôme de Claire. Le bâtiment de psychologie était une structure moderne de verre et d'acier qui semblait appartenir à la Silicon Valley plutôt qu'à un campus universitaire. Le bureau de Wright était au 3e étage, selon l'annuaire, dans le coin avec la meilleure vue sur le campus. Je n'avais pas de plan précis. Je recueillais simplement des informations, prenais la température du monde de Wright. Mais en parcourant les couloirs, en regardant les photos des professeurs et en lisant les tableaux d'affichage, j'ai commencé à avoir une idée de la façon dont les choses fonctionnaient dans cet environnement. Tout était une question de réputation et de perception. Ces gens vivaient et mouraient de leur statut professionnel, de leurs références de recherche, de leur position dans la communauté académique. Un scandale pouvait détruire une carrière qui avait mis des décennies à se construire. Je peux vous aider ? Je me suis retourné pour trouver un jeune homme d'une vingtaine d'années, en jean et t-shirt l'identifiant comme un doctorant en psychologie. Il avait cette énergie nerveuse qui venait d'un excès de caféine et d'un manque de sommeil. Je cherche le bureau du docteur Wright, ai-je dit. Je suis censé le rencontrer pour des recherches. Oh, il n'est pas là aujourd'hui. Le mardi, il travaille généralement de chez lui. Le jeune homme fit une pause, étudiant mon visage. Êtes-vous un nouveau doctorant ? Je ne pense pas qu'on se soit déjà rencontré. Je viens de commencer le programme, ai-je menti en douceur. Je m'appelle Nick. Nick Foster. Tommy Shen. Je suis l'assistant de recherche du Dr Wright. Il l'a dit avec une sorte de fierté qui suggérait que c'était un poste prestigieux. Sur quel type de recherche travaillez-vous avec lui ? La dynamique des relations, ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. La psychologie de la trahison et de la confiance. L'expression de Tommy changea légèrement, devenant plus méfiante. C'est en fait assez proche de ce sur quoi je travaille avec lui. Êtes-vous sûr de devoir rencontrer le Dr Wright ? Il ne prend généralement pas de nouveaux étudiants sans passer par le département d'abord. Je pouvais voir la suspicion grandir dans ses yeux, alors j'ai décidé de couper court à la conversation. Vous savez quoi ? Je pense que j'ai dû me tromper de jour. Merci de votre aide. J'allais partir quand Tommy m'a interpellé. Et, Nick. Si tu finis par travailler avec le Dr Wright, sois prudent, d'accord ? Il est brillant, mais il est aussi compliqué. Compliqué comment ? Tommy jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'approcha. Il a une façon de s'impliquer très personnellement dans la vie de ses étudiants, surtout les étudiantes. Et parfois, cette implication va au-delà de ce qui est approprié. Parlez-vous de harcèlement sexuel ? Je ne parle de rien de spécifique, dit rapidement Tommy. Je dis juste que si tu as une petite amie, tu ferais peut-être mieux de la tenir à l'écart des heures de bureau du Dr Wright. Trop tard pour ce conseil, ai-je pensé. Mais j'ai remercié Tommy et j'ai quitté le bâtiment. En retournant à ma voiture, j'ai senti les premiers frémissements d'un plan commencer à se former. Wright était vulnérable d'une manière qu'il ne réalisait probablement même pas. Sa réputation, sa carrière, son personnage académique soigneusement construit. Tout reposait sur une fondation qui pouvait être ébranlée si la bonne pression était appliquée aux bons endroits. Je n'allais pas le détruire, pas exactement. Je n'allais pas ruiner sa vie comme il avait aidé à ruiner la mienne. Mais j'allais m'assurer qu'il comprenne que les actions ont des conséquences et que certaines personnes n'étaient pas aussi naïves et impuissantes qu'ils le pensaient. Le jeu ne faisait que commencer, et le docteur Alan Wright était sur le point de recevoir une leçon à son tour. 2 semaines de planification minutieuse avaient mené à ce moment. Je me tenais au fond du grand auditorium de l'université, regardant la crème de la crème du monde universitaire entrer pour le gala annuel des anciens élèves. L'événement était important, donateurs majeurs, professeurs distingués, diplômés brillants et dignitaires locaux, tous réunis pour célébrer les réalisations de l'université et ouvrir leur portefeuille pour la campagne de financement. Le docteur Alan Wright devait donner une présentation sur les récentes avancées de la recherche du département de psychologie. Selon le programme, il parlerait de la construction de la confiance dans le mentorat académique, un sujet qui m'avait fait éclater de rire quand je l'avais lu. Les 2 dernières semaines avaient été productives. J'avais cultivé mon amitié avec Tommy Shen, l'assistant de recherche de Wright, qui s'est avéré être une mine d'informations sur les habitudes et les secrets de son directeur. Tommy était un bon gamin, sincèrement troublé par le comportement de Wright, mais qui avait peur de parler car Wright contrôlait son avenir académique. Grâce à Tommy,
j'avais appris le schéma de relations inappropriées de Wright, son habitude d'utiliser sa position pour manipuler des étudiantes vulnérables et, plus important encore, son arrogance totale quant à sa capacité à s'en tirer. Wright se croyait intouchable, protégé par sa titularisation et sa réputation de chercheur brillant. J'avais également repris contact avec Ed Kowalski, le gardien de sécurité du campus qui m'avait aidé à naviguer dans le bâtiment lors de ma mission de reconnaissance. Ed était un ancien flic qui avait pris le poste de sécurité pour compléter sa pension, et il avait cette vision du monde cynique qui le rendait sympathique à ma cause. Quand je lui avais raconté ce que Wright avait fait, non seulement à moi, mais aussi aux étudiantes qu'il était censé encadrer, Ed avait été plus que disposé à aider. « Tu es sûr de toi ?» m'avait demandé Ed quand je lui avais exposé mon plan. « Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr » avais-je répondu. Wright se croit plus intelligent que tout le monde. Il est temps de lui montrer à quel point il a tort. Maintenant, debout dans l'auditorium, regardant Wright serrer des mains de donateurs et poser pour des photos, j'ai senti une satisfaction froide s'installer dans ma poitrine. Il avait l'air confiant et détendu, complètement inconscient que son monde était sur le point de s'effondrer. Claire était là aussi, assise au 3e rang avec un groupe de doctorants. Elle était magnifique comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Une tension autour de ses yeux qui suggérait que tout n'allait pas bien au paradis. Peut-être que Wright commençait déjà à se lasser d'elle, ou peut-être qu'elle commençait à réaliser quel genre d'homme elle avait choisi à ma place. Le programme a commencé avec les discours habituels des administrateurs et des donateurs majeurs. J'ai attendu patiemment la cérémonie de remise des prix et les rapports financiers, mon ordinateur portable connecté au système audiovisuel de l'auditorium via une porte dérobée que Ed m'avait aidé à accéder. La beauté du plan résidait dans sa simplicité. Pas de piratage requis, pas de technologie compliquée, juste une bonne vieille préparation et des informations internes. Finalement, Wright fut présenté sous des applaudissements polis. Il se dirigea vers le podium avec cette démarche assurée que j'avais autrefois trouvée impressionnante, mais que je reconnaissais maintenant comme de l'arrogance pure. Il portait son plus beau costume et son sourire le plus charmant, prêt à éblouir le public de son génie. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix portant facilement à travers le système de sonorisation de l'auditorium. Je suis ici ce soir pour parler de l'un des aspects les plus importants de la vie académique, la relation entre le mentor et l'étudiant, et comment nous construisons la confiance qui rend l'apprentissage possible. Je devais admirer son audace. Voici un homme qui abusait systématiquement de cette confiance depuis des années, se tenant devant des centaines de personnes pour leur faire la leçon sur son importance. Mais son arrogance était sur le point de causer sa chute. Wright cliqua sur sa première diapositive, qui était censé montrer une image générique d'étudiants et de professeurs travaillant ensemble. Au lieu de cela, l'écran afficha une conversation par texto entre Wright et Claire, avec des horodatages montrant qu'ils avaient été échangés alors qu'elle était encore fiancée avec moi. Je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. Tu es incroyable. Ah, moi aussi. Je me sens si coupable vis-à-vis de Nick, mais je ne peux pas rester loin de toi. Ne te sens pas coupable. Tu mérites quelqu'un qui puisse égaler ton intellect. Ah, l'auditorium devint silencieux. Wright fixa l'écran, choqué, son visage passant par la confusion, l'horreur et la panique. Il tripota son ordinateur, essayant de passer à la diapositive suivante, mais à la place, une autre conversation apparut. Quand vas-tu le quitter? Ah, bientôt. Je dois juste trouver le bon moment. Il est si naïf. Il ne se doute de rien. C'est bien. Je déteste te partager, même avec quelqu'un d'aussi inférieur à toi intellectuellement. Ah. Un murmure parcourut le public. Je pouvais voir Claire au 3e rang, son visage blanc de choc et d'humiliation. Plusieurs personnes s'étaient retournées pour la dévisager, et elle avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Wright cliquait frénétiquement sur sa présentation, mais chaque diapositive montrait davantage de leurs messages privés. Des messages qui révélaient non seulement leur liaison, mais aussi le schéma de manipulation de Wright et son mépris pour les relations et le bien-être émotionnel de ses étudiants. L'auditorium éclata. Les membres du corps professoral chuchotaient avec urgence. Les donateurs avaient l'air scandalisés et les étudiants sortaient leur téléphone pour enregistrer le désastre. Au 3e rang, Claire avait couvert son visage de ses mains et pleurait. Mais le meilleur était encore à venir. Alors que Wright se tenait figé au podium, une femme au 1er rang se leva et commença à marcher vers la scène. Je l'ai reconnue grâce à mes recherches.
Le docteur Martha Wright, l'ex-femme d'Alan, qui avait apparemment décidé d'assister au gala malgré leur divorce. Salaud, cria-t-elle, sa voix portant clairement à travers l'auditorium. Tu m'as dit que le divorce était parce qu'on s'était éloigné. Tu as dit qu'il n'y avait personne d'autre. Wright essaya de parler, mais Martha était lancée. 3 ans de thérapie de couple, et pendant tout ce temps, tu couchais avec tes étudiantes. Combien y en avait-il, Alan? Combien de jeunes femmes as-tu manipulé pendant que tu me disais qu'on devait juste travailler plus dur sur notre relation? La sécurité commençait à se diriger vers la scène, mais Martha y arriva la première. Elle attrapa l'ordinateur portable de Wright et le jeta au sol, où il se brisa avec un fracas satisfaisant. Amuse-toi à expliquer ça au comité de titularisation, dit-elle, puis elle quitta l'auditorium la tête haute. Le reste fut le chaos. Wright s'enfuit de la scène. Claire sortit en courant par une sortie latérale, et le public se dissipa en bavardages excités sur ce qu'il venait de voir. Je me suis glissé par la porte arrière, ressentant une satisfaction plus profonde que tout ce que j'avais connu depuis des mois. Mais je n'avais pas encore terminé. Ce n'était que le premier acte. La tempête qui a suivi le gala des anciens élèves fut tout ce que j'avais espéré, et plus encore. En 24 heures, des vidéos de l'humiliation de Wright étaient partout sur les réseaux sociaux. L'université a lancé une enquête immédiate sur sa conduite, et 3 autres étudiantes se sont manifestées avec des plaintes pour comportement inapproprié. Claire avait essayé de m'appeler une 12aine de fois, mais j'avais laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Ces messages passaient de la colère au désespoir aux supplications, mais je n'étais pas intéressé par ses explications ou ses excuses. Elle avait fait son choix, et maintenant elle en vivait les conséquences. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, diffusant des reportages sur le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire et l'abus de pouvoir dans les relations étudiants-professeurs. Wright avait été mis en congé administratif en attendant l'enquête, et ses chances de conserver son poste semblaient minces. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Wright m'avait humilié personnellement, et je voulais qu'il comprenne exactement qui était responsable de sa chute. Je voulais qu'il sache que le naïf professeur de lycée qu'il avait si nonchalamment méprisé était l'architecte de sa destruction. C'est pourquoi je me tenais devant sa maison un vendredi soir, attendant qu'il rentre. Il vivait dans un quartier de vieilles maisons près du campus, le genre d'endroit où les professeurs et les administrateurs pouvaient se permettre de vivre avec leurs salaires académiques. Sa maison était un bungalow de style craftsman avec un jardin bien entretenu et une allée où sa précieuse Mustang de 1967 était habituellement garée. La voiture n'était pas là maintenant, probablement parce que Wright se cachait quelque part, essayant de trouver comment sauver sa carrière et sa réputation. Mais je savais qu'il devrait rentrer à un moment donné. Les hommes comme Wright croient toujours qu'ils peuvent se sortir des ennuis en parlant, convaincre les gens qu'ils sont les vraies victimes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 19h30, la Mustang est entrée dans l'allée, et Wright en est sorti, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, ses vêtements froissés, et il avait ce regard désespéré qui vient quand on voit toute sa vie s'effondrer en public. Il cherchait ses clés quand je suis sorti de l'ombre. « Bonsoir, Alan », ai-je dit. « Nous devons parler. » Il s'est retourné brusquement, son visage passant par la confusion et la reconnaissance avant de se figer dans la peur. « Nick, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te féliciter pour ta présentation de la semaine dernière. Très éclairante. J'ai particulièrement apprécié la partie où tu m'as qualifié d'intellectuellement inférieur à ma propre fiancée. » Le visage de Wright devint blême alors qu'il réalisait ce que j'insinuais. Toi. C'est toi qui as fait ça. Les diapositives, les messages. C'était toi. Coupable. Bien que je doive dire que je n'aurais pas pu le faire sans ton aide. Tu as fourni tout le contenu. Je lui ai juste donné un public plus large. Tu as détruit ma carrière, dit-il, et il y avait une véritable angoisse dans sa voix. 20 ans de travail anéantis. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je t'ai accordé la même considération que tu m'as accordée, ai-je répondu. Tu as pris quelque chose que j'estimais et tu l'as détruit pour ta propre satisfaction. Je ne fais que te rendre l'appareil. Wright se redressa, et pendant un instant, je vis une lueur de son ancienne arrogance. Claire est venue à moi, tu sais. Je ne l'ai pas séduite. Elle était attirée par quelqu'un qui pouvait égaler son intellect, quelqu'un qui comprenait ses ambitions. Si tu avais été un meilleur partenaire. Je me suis déplacé plus vite que je ne l'aurais cru possible,
attrapant Wright par le col de sa chemise et le plaquant contre sa voiture. Il était plus grand que moi, mais ramolli par des années de vie académique, et la peur dans ses yeux me dit qu'il ne s'était jamais vraiment battu. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, Alan, ai-je dit, ma voix basse et contrôlée. Claire ne m'a pas quitté parce que tu es plus intelligent ou plus sophistiqué. Elle est partie parce que tu es un prédateur qui utilise sa position pour manipuler des femmes vulnérables. Et maintenant, tout le monde le sait. Tu es fou, Altateil. J'appelle la police. Vas-y. Mais d'abord, laisse-moi te dire ce qui va se passer ensuite. » J'ai relâché sa chemise, mais je suis resté assez près pour qu'il ne puisse pas s'échapper. « L'université va te renvoyer. Ils n'ont pas le choix. La publicité seule te rend toxique. Tes recherches seront entachées par le scandale. Tes collègues prendront leur distance, et ton nom sera synonyme de faute professionnelle académique. » Wright essaya de parler, mais je n'avais pas fini. Et Claire. Elle va réaliser qu'elle a échangé un homme qu'il aimait contre un prédateur qui ne la voyait que comme une autre conquête. Elle essaiera de reconstruire sa réputation, mais elle sera toujours connue comme la doctorante qui a couché avec son directeur de thèse marié. Ça va la suivre pour le reste de sa carrière. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Wright, mais sa voix manquait de conviction. « Je me défendrai. Je dirai à tout le monde que tu es un harceleur, que tu es dangereux. » J'ai souri, et quelque chose dans mon expression le fit reculer. « Tu peux essayer. Mais voilà le truc quand on est prof de lycée, Alan. On a affaire à des tyrans tous les jours. On sait comment gérer les gens qui se croient plus intelligents et plus puissants que tout le monde. Et on sait comment s'assurer qu'ils assument les conséquences de leurs actes. » J'ai sorti de ma poche une enveloppe Kraft. Ceci contient des copies de tous tes messages avec des étudiantes des 3 dernières années, ainsi que les témoignages de 5 femmes différentes sur ton comportement inapproprié. J'ai déjà envoyé des copies au journal local, à l'administration de l'université et au conseil de l'éducation de l'État. Le visage de Wright devint blanc. « Où as-tu eu ça ? Tu serais surpris du nombre de personnes qui étaient prêtes à aider une fois qu'elles ont compris quel genre d'homme tu es vraiment. Tommy Chen a été particulièrement utile. Il documente ton comportement depuis des mois, espérant que quelqu'un te demande enfin des comptes. Tommy ? Mais c'est mon assistant de recherche. Sa carrière dépend de moi. Elle dépendait de toi. Mais il a un nouveau directeur de thèse maintenant, et une conscience tranquille. C'est drôle comme la loyauté fonctionne quand elle n'est pas basée sur la peur et la manipulation. Wright s'affaissa contre sa voiture, le combat le quittant alors qu'il réalisait l'étendue de sa défaite. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » « Rien, ai-je dit. Il ne s'agit pas de négociation ou de vengeance. Il s'agit de justice. Tu as passé des années à utiliser ta position pour blesser les gens, et maintenant tu vas en assumer les conséquences. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté et les regardé. Oh, et Alan, la prochaine fois que tu seras tenté de mépriser quelqu'un comme étant intellectuellement inférieur, tu ferais bien de te souvenir de cette conversation. Parfois, la personne que tu sous-estimes est celle qui te fait tomber. En retournant à ma voiture, je pouvais entendre Wright derrière moi, s'effondrant finalement en pleurs. Cela aurait dû être satisfaisant, mais je me sentais surtout vide. L'homme qui avait aidé à détruire ma relation était ruiné, mais cela ne ramènerait pas Claire ni n'annulerait la trahison. Mais cela prouvait quelque chose d'important. Les actions ont des conséquences, et même les personnes les plus arrogantes peuvent être tenues responsables de leurs choix. Wright s'était cru intouchable, protégé par sa position et sa réputation. Il avait appris trop tard que personne n'est vraiment hors de portée de la justice. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver une camionnette de télévision garée devant la maison de Wright et des journalistes interrogeant ses voisins sur le scandale. L'histoire avait pris sa propre vie, devenant un symbole de tout ce qui n'allait pas avec les dynamiques de pouvoir dans le milieu universitaire. Claire avait laissé 3 autres messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier message, elle pleurait en me suppliant de la rappeler, disant qu'elle avait fait une terrible erreur et voulait essayer de régler les choses. J'ai supprimé les messages sans les écouter complètement. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Une certaine confiance, une fois brisée, ne peut être réparée. Claire avait fait son choix quand elle avait décidé que je ne valais pas sa loyauté. Et Wright avait fait le sien quand il avait décidé que je ne valais pas son respect. Maintenant, ils apprenaient tous les deux ce que cela faisait d'être du côté des conséquences qu'ils n'avaient jamais vu venir.
Et j'étais enfin libre de deux.